Bonjour tout le monde. Ça fait plusieurs années déjà que j'avais pensé faire des vidéos dans lesquelles je vais prendre du code source open source, puis essayer de naviguer dedans, voir comment que ça a été fait, parce que je voulais parler un peu de développement et je ne vais pas toujours montrer mon code, parce que bon, ça ne veut pas dire que je fais toujours du très bon code. Et puis, si je montre mon code, ben là, c'est sûr que je pourrais avoir des critiques. Là, au moins, c'est tout du open source. C'est pas moi qui l'ai fait. Il n'y a pas de problème là-dedans. Alors, si vous avez des critiques, vous pouvez le faire pour ces projets-là. Puis en même temps aussi, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ces projets-là. Alors, ils ont plus d'idées de comment mettre le code et tout. Alors, je me suis dit que ça serait intéressant. Et comme là, j'ai développé avec Simon, ben, je me suis dit, le premier que je vais faire, c'est celui que j'ai pensé depuis le plus longtemps, c'est WordPress. Parce que j'utilise WordPress pour plusieurs sites web présentement. J'ai fait déjà des thèmes dedans, j'ai fait des plugins, donc je l'ai installé à plusieurs places. Et puis là, ce que j'aimerais faire, c'est regarder un peu comment que ça a été codé en arrière en PHP, parce que je ne suis pas un expert PHP, puis ça peut donner des idées pour d'autres projets ou même dans ces plugins-là, comment améliorer. Là, je ne sais pas si on va trouver quelque chose d'intéressant dans cette vidéo-là, parce que je n'ai pas analysé le code d'avance. Alors, vous pouvez regarder la description, et puis vous pouvez juger si ça va vous intéresser ou pas. Mais sinon, on peut aller directement dans le vif du sujet. Alors, WordPress, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est une application qui est en PHP, qui utilise une base de données MySQL ou MariaDB, et qui permet d'avoir un blog. Donc, par exemple, un blog est aussi un site web parce qu'on peut gérer des articles, ce qui fait comme un blog, et on peut gérer des pages, ce qui fait plus comme un site. Alors, la combinaison des deux fait que ça peut gérer n'importe quel site web en fait. Et puis, avec les extensions, on peut même rajouter des fonctionnalités, comme avoir des formulaires, puis de la logique en arrière. Donc là, si vous regardez, c'est mon archive.foilen.com, donc c'est mon ancien site web. Là, moi, je l'ai recréé en version qui utilise Hugo, qui génère des pages statiques. Donc comme ça, je peux écrire n'importe où, j'ai pas besoin d'une base de données. Donc je trouvais ça intéressant. Et j'ai mis l'ancien site sur Archive parce qu'il y a plusieurs vidéos que je n'ai pas encore transférées. Donc ce site-là utilise WordPress. Et si je vais dans la section tableau de bord mise à jour, on peut voir sa version 6.2.2. Donc j'ai copié le code exact qui est là. Sinon, vous pouvez aussi aller tout simplement sur le site, obtenir le code source de WordPress en tant que tel, mais là, vous allez avoir juste les thèmes de WordPress. Je me suis dit peut-être que ce serait intéressant d'avoir un peu plus. Puis si je regarde en bas, est-ce qu'on a aussi le code source directement dans l'entrepôt? Si jamais on veut contribuer, ce serait peut-être dans Developer ou bien Get Involved. Dans Get Involved, il y a Core. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir des tickets. Ils sont sur GitHub, comme pas mal tous les logiciels. Dans un issue, ça me mène où? Ah, c'est sur leur propre site, d'accord. On va aller sur GitHub pour le fun. Normalement, les gens ils mettent une icône avec où est-ce qu'on peut prendre le code source. Bon, ça va être ici. Donc dans WordPress, on voit le README en HTML. Ah, c'est spécial parce que ça ne l'affiche pas bien en ce temps-là. Si on regarde, ouais, il est bien tenu à jour. La dernière mise à jour a été il y a 4 heures. Donc ça a l'air d'être bon. Ok, donc ça c'est plusieurs façons pour obtenir le code source. Et puis une fois qu'on l'a, moi je l'ai ouvert dans PHP Storm, je pense que ça s'appelle. Ouais, PHP Storm de JetBrains. Donc ça c'est un IDE qui est payant. Mais bon, il y a d'autres façons aussi. On peut juste l'ouvrir dans Visual Studio Code si on veut. Mais là, je l'ai ouvert là-dedans. Et bien sûr, j'ai changé le wp-config pour cacher mon mot de passe. Si je m'en viens en haut. Et j'ai aussi changé les clés ici. Donc, il n'y aura pas de surprise côté sécurité. Bon, alors, avant de commencer à rentrer dans le code en tant que tel, je vais juste parler de certains points en tant qu'utilisateur. Quand on l'utilise, on va avoir le fichier de configuration justement dans lequel il y a la base de données. Normalement, on a le
wizard qui va nous demander les informations sur le site web directement dès qu'on l'installe la première fois. Et ça va rentrer les informations ici. Puis si on veut le modifier par la suite, ben, on a juste à venir et modifier ce fichier-là. Sinon, le point d'entrée en tant que tel du site, c'est toujours un fichier index.php. On peut rouler du PHP de plusieurs façons. Donc, on peut avoir une extension dans Apache HTTP. C'est pas mal ça que j'utilise souvent. On peut aussi utiliser Nginx. C'est N-G-I-N-X. Donc, ça, c'est aussi un autre serveur de page web et qui peut déléguer à PHP pour les fichiers PHP. Et puis, bon, ben, ça, j'ai pas trop touché celui-là, mais dans Apache, lui, ce qu'il va faire, c'est que si on veut avoir des beaux URL, comme si je m'en viens ici, on voit ici le URL, c'est /fin de full cloud, au lieu d'avoir index.php avec un truc de même, mettons, je sais pas trop exactement c'est quoi la variable, mais il peut mettre n'importe quoi. Là. Ça serait comme ça qu'on pourrait dire des pages différentes, alors ça serait vraiment laid. Donc, pour utiliser ça, ça utilise htaccess avec le module de réécriture. Donc ça, on va aller voir un peu plus comment ça marche dedans, mais ça, c'est juste pour si vous utilisez Apache HTTP. Et puis, le point important ici, c'est que ça va aller tout le temps à index.php. Donc, index.php, c'est vraiment le point d'entrée pour n'importe quelle page du site. Donc, c'est ça, on va commencer par aller dans ce fichier-là et ensuite aller dans tous les autres fichiers qui viennent. En tant qu'utilisateur, ce qu'on va beaucoup changer, c'est bon, les langages de WordPress si on veut français, anglais. Mais d'habitude, on prend avec l'installateur, puis on l'a une fois, c'est tout. On a les thèmes qu'on peut gérer. On a les 2023, 2022. Ça, c'est des thèmes qui viennent par défaut avec WordPress. Ça donne des bonnes idées de si vous voulez faire votre propre thème. Vous pouvez le copier à partir de ça. Ou bien vous pouvez faire un thème enfant. Donc, ça veut dire que tout ce que vous voulez modifier, vous faites juste la modification et vous dites que le restant est dans l'autre thème. Donc, vous avez besoin des deux thèmes qui sont là. Ou bien sinon, vous pouvez créer un thème complètement. Puis là, c'est ça, on peut voir, j'en ai deux différents. C'est lequel que j'utilise présentement. Si je m'en viens ici, apparence thème, j'utilise le Fuelen. C'est un thème endommagé. Ah, bon, ok, ça devait être un vieux, ouais, c'est 2014. Donc c'est ça, celui que j'utilise, c'est celui-ci, Fuelen. Donc là, on a les thèmes qui sont là. On a aussi les plugins ou les extensions. Ça, c'est ceux qu'on a installés. On peut en créer nous-mêmes. Comme je pense que celui-là, je l'ai créé. Puis sinon, on peut les télécharger directement de l'interface. Donc si on vient ici, extension, on voit celles qui sont installées, puis on peut en ajouter. Ça fouille dans le site de plugins de WordPress. Alors, il y a plein de plugins qui font plein de choses. Et le dernier truc qu'il y a dans WP Content, c'est Upload. Donc ça, c'est toutes les images qu'on met dans le site. Alors, si on veut mettre des médias, donc dans les articles ou dans les pages, on va toutes les mettre ici. Puis ça, quand on les téléverse, ça les envoie dans ce répertoire-là. Alors, c'est pas mal ça. On va pouvoir commencer par le point d'entrée, donc le code de WordPress lui-même. Alors, si je m'en viens ici, on peut voir justement quand on est dans le tableau de bord, c'est un petit peu différent. Il s'en va dans le répertoire WP Admin, puis après ça, il appelle un fichier PHP directement. Si on va dans les extensions, si je vais dans les settings, on a toujours des sites, des pages PHP différentes avec des arguments par la suite. Donc, ça serait pareil aussi si on était sur le site principal dans les catégories puis tout. Mais là, à la place, on a un beau URL. Donc, le beau URL, comment ça fonctionne? Oui, comment on le configure, premièrement? C'est qu'on va dans les outils. Ça, non, réglages. Permalien. Donc là, ici, on peut choisir, comme moi j'ai choisi, je veux le nom du post.
mais on peut... C'est la même chose en fait. Sinon, on peut avoir juste le ID numérique, on peut avoir la date avec le nom, ou bien c'est ça, ici on a le P égale, donc ça c'est le numéro, le ID. Donc ça c'est vraiment le pas beau. Puis là, dès qu'on active une de ces fonctions-là, lui il sait qu'on est sur Apache HTTP et il va créer le fichier htaccess. Donc ça c'est de la configuration, pas PHP, mais de la configuration de Apache HTTPD. Et puis là, il utilise le module de réécriture. Alors, il regarde, est-ce que le module de réécriture existe? Parce que s'il n'existe pas, dès qu'il va exécuter ça, ça va juste planter le site web. Donc, en gros, on ne veut pas que ça plante. Si ça n'existe pas, ça sera juste pas beau. Mais ça va fonctionner. Donc là, on dit, OK, bon ben, ça existe l'extension, on l'active. Puis là maintenant, ça c'est en expression régulière, donc ça veut dire n'importe quoi. Donc n'importe quoi ici, on le prend. On le réécrit en tant que /index.php. Et puis, ça, on le fait seulement si la requête n'est pas un fichier qui existe et n'est pas un répertoire qui existe. Puis en ce temps-là, on redirige à index.php. En fait, ça veut dire, je pense que ça veut dire si c'est pas index.php, on regarde si c'est pas un fichier, puis si c'est pas un répertoire. Dans ce temps-là, on l'envoie là. Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux règles-là? C'est que si le fichier existe, par exemple, dans le cas qu'on avait du wp-admin, ben, ce fichier-là existe pour de vrai. Option permalink, on va y aller. Donc, quoi c'était? Option permalink. On voit le fichier existe. Donc là, en ce temps-là, on ne veut pas aller à index.php. On veut le prendre. Et aussi sur le site lui-même, si c'est un chemin qui mène à un fichier téléversé, on veut que ça le prenne. Et que ça le retourne, pas que ça aille sur index.php. Donc une fois que ça c'est tout fait, ça s'en va sur index.php parce que ça n'existe pas. Alors on y va, index.php. Le point d'entrée principal. Donc pour commencer, il crée une constante qui s'appelle WP, donc WordPress, utilise les thèmes vrais. Ça, d'après moi, ça serait pour départager lorsqu'on est dans d'autres sections, de dire, ben, on n'utilise pas le thème parce que c'est juste des choses qui se passent en arrière-plan. Puis en arrière-plan, on n'a pas besoin d'afficher une interface graphique, alors on n'utilisera pas les thèmes dans ce cas-là. Je ne sais pas si, par exemple, le cron n'utiliserait pas, justement. Ça, il n'y a pas l'air de le définir. Donc, si quelqu'un appelle le cron, ça n'utiliserait pas la section thème. Donc là, on peut voir ici, on le définit dans l'index.php. Dans le include upgrade, il y a quelque chose de différent qui se fait si il est faux. Et on a dans load, ça je ne sais pas encore c'est quoi, mais on va y arriver éventuellement, sûrement qu'il va y avoir un include. On peut voir qu'il va appliquer des filtres, puis on applique les filtres seulement, les filtres du thème, seulement si le thème est utilisé. Ce qui fait du sens, parce que sinon les extensions vont essayer de mettre un filtre sur les informations envoyées par un thème, mais le thème n'est jamais appelé, donc ça ne servirait à rien. C'est une belle optimisation qu'ils ont faite. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire dans nos propres logiciels. Selon le point d'entrée, on définit des constantes différentes qui vont activer ou désactiver certaines fonctionnalités. Et puis après ça, tout va se passer dans WP blog header. C'est fini. Alors on peut fermer l'index.php puis aller dans le WordPress blog header. Voir la documentation, ça va charger l'environnement de WordPress et puis les templates, donc les modèles. Header. Donc ça dit si cette variable-là n'est pas configurée, on la configure à vrai. Donc ça c'est aussi un pattern qu'on utilise souvent pour si ce fichier-là va être inclus
dans des endroits différents. On veut juste que le code qui soit là soit exécuté, en fait, ce code-là soit exécuté une seule fois. Alors, pour en être convaincu, on crée une variable globale et puis on la met à vrai. Donc, comme ça, si on l'inclut, on va regarder où est-ce que c'est inclus, ça. WP blog header.php. Donc, on peut voir index, on va l'appeler. Il y a WP activate qui peut l'appeler. Il y a WP sign up. Si on sort dans ces fichiers-là aussi, puis qu'il l'inclut, ben ça va juste être exécuté une fois. Puis ce que ça va exécuter, c'est WP load PHP. Ça charge la librairie de WordPress. Ensuite, ça va appeler WordPress. Et puis après ça, on va s'occuper de charger les thèmes, ou en fait le thème courant sûrement. Donc, je peux considérer que cette variable, cette fonction-là va être créée dans le WP load. Alors, on va aller dedans. Je ne sais pas si je peux faire CTRL. Ouais, CTRL-clic. On va être encore ici. Je le garde ouvert parce qu'on est juste ici. Il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. Si je retourne en haut, donc, qu'est-ce que ça fait? On va configurer le chemin absolu, la constante de ce chemin-là. Comme ça veut dire que même dans les extensions, ça on utilise ça souvent dans les extensions, dans les thèmes, on veut savoir le chemin exact à un fichier sur le système de fichiers local. Alors on va utiliser cette constante-là, puis on va y aller de façon relative. Donc si on veut aller dans le thème, on va aller dans ça, abspath / wp content / thème / le nom de mon thème, et ensuite / toutes les autres le chemin dans mon thème pour avoir accès à un certain fichier que je veux. Par exemple, si je veux mettre une librairie là, puis la charger, ou bien si j'ai une fonctionnalité dans laquelle je veux sauvegarder des fichiers quelque part, bon ben, ça me donne un chemin absolu. Alors ça dit que si c'est pas défini, on va le définir en tant que le répertoire de ce fichier-là. Donc c'est vraiment la base. On est dans l'installation de WordPress. C'est pour ça que je disais qu'on peut faire absolute plat / wp content parce qu'il est dans la racine. Ça va définir ça. Ensuite, ça regarde si la fonction PHP error reporting existe. Si elle existe, il va l'appeler. Mais si elle n'existe pas, en ce temps-là, ben, il n'appellera pas pour dire les niveaux qu'il veut. Ensuite, il regarde si le fichier wp-config existe. Parce que s'il n'existe pas, ben, en ce temps-là, ils vont aller dans le wizard pour justement configurer, donc dire quelle est la base de données, le mot de passe, le courriel de l'administrateur, des choses comme ça. Mais là, si elle existe, on fait juste l'inclure. Donc là, c'est à cette étape-ci qu'il va lire ce fichier-là. Et dans ce fichier-là, on définit d'autres constantes, donc le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur de la base de données, le mot de passe, le serveur de la base de données, le jeu de caractères, UTF-8, c'est très commun. Collation aussi pour langage. Là, ici, ça c'est des clés uniques d'authentification et de salage. En gros, c'est pour les cookies. Donc, si vous vous connectez, je vais aller ici. Donc, si je me déconnecte, si je veux me connecter, en ce temps-là, ça va créer un cookie. Et ce cookie-là, pour être sûr qu'il ne soit pas copiable d'un site à l'autre, chaque site a des informations différentes ici. Puis, c'est juste du texte au hasard. Et justement, si on va sur le api.wordpress.org secret key, automatiquement, il nous en donne qu'on peut juste copier-coller. Donc, si je rafraîchis la page, on peut voir, à chaque rafraîchissement, ça change. Mais sinon, vous pouvez aussi juste entrer ce que vous voulez, n'importe quoi. Ça dit qu'on peut le changer à n'importe quel moment. Puis, si on le change, ben justement, tous les cookies qui ont été créés vont tous être invalidés. Donc,
tout le monde qui s'est authentifié sur le site va devoir se réauthentifier. Donc ça peut être bon justement si vous avez une brèche de sécurité, vous changez les mots de passe, puis vous allez être sûr que personne ne soit connecté. Vous utilisez ça. Vous le changez, puis c'est tout. Ensuite, dans la base de données, vous pouvez choisir le préfixe de la table. Par défaut, c'est WP souligné. Moi, j'ai mis _. Ensuite, la langue que vous voulez de WordPress. Là, je l'ai mis en français. Donc, si on va sur la page d'erreur qui dit que ça n'existe pas, la page n'existe pas, des affaires de même, ben, ça va être en français tout le temps les messages. Puis aussi, dans le tableau de bord, ça va être en français. Si on a des problèmes, on peut essayer de débugger un petit peu, on peut le mettre à vrai. On peut aussi dire que les mises à jour, lui, il va toujours regarder en arrière-plan la version actuelle, puis il va regarder s'il est à jour. Donc, dernière vérification est là. On peut faire vérifier maintenant, mais sinon, il va vérifier périodiquement. Puis quand il vérifie, puis qu'il y a une version qui est plus à jour qui est sortie, ben là, en ce temps-là, si c'est une version mineure, il va l'installer. Mais si c'est une version majeure, ben là, il faut lui dire que oui, je veux bien. Sinon, pour les sites qui sont plus sensibles et qu'on veut être sûr qu'ils ne vont pas briser quand il y a une mise à jour, en ce temps-là, on est mieux de le mettre à faux. Puis manuellement, on va le mettre à jour quand on veut. Donc comme ça, on peut même en faire une copie, mettre à jour la copie. Tout va bien? OK, on met à jour le vrai. Ensuite, le chemin absolu, s'il n'est pas défini, bon, ben il va le définir. Mais bon, techniquement, il serait déjà défini parce que ça a été fait ici. Mais bon, on ne sait pas quel fichier inclut le wp-config, donc il y a le wp-load qui l'inclut, mais il pourrait avoir aussi d'autres parties qui l'incluent. Peut-être même un plugin. On a setup config, network. Ça va être plus des commentaires. Ouais, ça, WP load, WP settings. Donc ça définit ça s'il n'est pas défini, mais il devrait déjà l'être. Et puis après ça, il va appeler le WP settings. WP settings est ici. Et comme c'est la dernière instruction, on va l'effacer, le fichier ici, voilà. Donc dans WP settings, il y a beaucoup de choses qui est configurées. Hein. Là, ce qui définit, c'est une constante qui s'appelle WP Inc. Puis il appelle WP include. Donc ça, je suppose que c'est ce répertoire-là qui veut comme mettre dans une constante, mais encore là, il met juste le chemin relatif. Donc si on veut l'appeler, il faudrait dire, bon, en plein comme il vient faire là, ABSPath, on rajoute le WP Inc. Après ça, on choisit quel fichier inclure. Comme ici, ce serait version. Puis en soi, c'est la prochaine instruction. On a juste quelques variables qui sont globales, que là, il veut dire, oui, je veux prendre ces variables globales-là qui sont définies dans d'autres fichiers et je veux les avoir accès localement. Si on ne fait pas ça, en ce temps-là, ben, on ne pourra pas les partager en tant que tel. Puis on veut les partager. Donc après ça, il va faire un required, donc inclure ce fichier-là. Juste version. Alors, on a un global qui dit la version 6.2.2. C'est en plein sûr qui est affiché ici. Donc, sûrement que l'affichage d'ici fait juste afficher cette variable globale. Ensuite, on a une version de la base de données. Parce que les changements, à chaque fois qu'on fait un changement dans une base de données, ben, en ce temps-là, on peut rajouter comme une version. Puis là, on peut voir sûrement que c'est un incrément. Donc, dès qu'on fait une autre modification, ça va être 97, la prochaine après 98, etc. Donc, c'est ça, ils l'incrémentent dès qu'ils font des changements au schéma. Ensuite, on a la version de TinyMCE. Ça, c'est l'éditeur. Donc, si on va dans les articles, par exemple, et j'en choisis un. Ça ici, ça c'est un éditeur HTML. Cet éditeur-là, c'est TinyMCE. Donc ça, c'est juste si on veut savoir c'est quoi la version.
mais on l'a dans cette variable-là. Et en plus, il y a des extensions qui permettent de changer l'éditeur. Donc, ça pourrait être un autre éditeur HTML si on veut. Après ça, on a la version PHP qui est requise. Donc, il va fonctionner avec 5.6.20 et plus. Et après ça, la version de MySQL qui est requise, c'est 5.0 et plus. MySQL, je pense qu'ils sont rendus à version... J'allais dire 10, mais là, je suis plus sûr avec MariaDB. MariaDB est 10 et 11. MySQL, je suis plus trop sûr, mais en tout cas, il faut au moins la version 5. C'est quand même vieux, cette version-là. Donc, c'est tout pour les versions. Ensuite, il inclut load. Donc, il ne faut pas confondre avec WP load. On a aussi load qui est dans include. Ici. Je suis pas mal en bas, je vais remonter en haut. Alors, ces fonctions sont nécessaires pour charger WordPress. Donc là, on peut obtenir le protocole du serveur. Donc ça va nous dire si c'est HTTP 1.0, 1.1. Ça, c'est juste si on a besoin. Donc, si on a besoin dans nos thèmes ou autres, on peut tout simplement appeler cette fonction-là. Mais bon, je pense pas qu'on en a vraiment besoin. C'est plus, c'est très bas niveau cette affaire-là. Donc, ça dépend vraiment de ce que on a besoin de faire. Mais peut-être que ça, c'est interne aussi à WordPress. Donc, WordPress va l'utiliser pour certaines choses. Fix server var. Donc là, lui, il veut fixer certains trucs. Si on a Microsoft IIS au lieu d'Apache HTTPD, eh bien, en ce temps-là, il va faire d'autres choses. Il peut regarder si certains champs sont mis. Ça, chaque chose a des significations différentes, là, donc ça dépend vraiment qu'est-ce qui va être fait. Mais le but, c'est vraiment de fixer pour essayer de mettre standard ce qui va être dans les serveurs, parce que chaque serveur pourrait mettre des variables différentes. Donc, si c'est Apache HTTPD, si c'est Microsoft IIS, si c'est Nginx ou si c'est autre chose, ben, en ce temps-là, lui, il a vu des bugs dans le passé, puis ils se sont dit, on va toutes les fixer. Comme IIS, Mod Rewrite, des affaires de main. Après ça, on a aussi PHP CGI. Donc, PHP peut aussi être utilisé en appelant un script CGI. Ça, c'est comme un exécutable directement au lieu de passer par une extension à Apache HTTPD. Donc, ça dépend vraiment de la configuration. Ça, il veut arranger une coupe d'affaires. S'il voit que PHP Self est vide, il va essayer de trouver de l'information à propos, à partir de la requête de l'URL qui est donnée. Et puis ça va aussi populer Basic Auth. Donc ça veut dire que lorsqu'on remplit le champ, juste déconnecter. Quand on utilise ça, c'est utilise Basic Auth. Donc ils ont le nom d'utilisateur mot de passe qui est envoyé au serveur. Ça, c'est ça qu'on appelle le Basic Auth. Alors, il va le prendre du HTTP Authorization. Ça, c'est un header dans la requête HTTP. Donc, on voit que c'est des choses pas mal bas niveau. Peut-être qu'on ne va pas aller dans tous les détails parce que ça devient très profond. C'est sûr, c'est très intéressant, mais il y a tellement de choses. Ah, donc, on l'avait ici. Il l'appelle dans cette fonction-là. Si on veut les fixes, ça appelle ça, qui est juste défini en dessous. Donc, on voit qu'ils ont décidé de définir les méthodes selon l'ordre qui sont appelées. Il y en a d'autres aussi qui pourraient décider de, OK, bon, ben celle-là, je l'utilise dans cette méthode-ci, donc je vais définir cette méthode-là avant celle-là. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut arranger le code, choisir l'ordre. Les autres, ils ont vraiment décidé comme on va y aller dans l'ordre qu'on appelle. Comme ça, c'est simple, on commence d'en haut et on descend en bas. Après ça, il va sûrement regarder la version de
SQL. Là encore, il n'y a rien qui est appelé en tant que tel. Hein. Il fait juste définir les fonctions et puis il y a quelque part d'autre dans le code qui va appeler. Par exemple, dans WP header, c'est ici qu'il appelle WP. Ça, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est défini. Si je vais, c'est défini dans fonction. Donc, lui, ça va être un autre chemin complètement. Je me suis dit peut-être que lui allait appeler ce qui est dans load, mais non, pas directement. Alors, on va continuer ici. Alors, il définit la fonction pour garder la version de PHP, de MySQL. Donc, il va appeler MySQL pour garder la version. Si on veut le type d'environnement, c'est intéressant. Donc, on peut définir un type d'environnement. Ça, je ne savais pas ça parce qu'en tant que tel, c'est sur un URL et puis il est installé là, mais on peut lui dire qu'on veut que ce soit local, développement, staging ou production. Donc ça, il faut juste définir cette constante-là. Si elle n'est pas définie, ça utilise currentEnv qui est vide. D'accord. L'environnement, supporter son local, développement, staging, production. Je pense pas qu'on a de besoin. Je pense qu'il définit comme les sites par défaut sont production, puis c'est juste une question de si on veut faire des choses différentes, il donne la possibilité. On a le favicon. Donc, s'il demande le favicon, on y retourne ce header-là. OK. Donc, ce qu'il veut faire, c'est lorsque le favicon est demandé, regarde ici, ça c'est /favicon.ico et puis il n'est pas là. Alors, on voit, il n'est pas ici. S'il était ici, la htaccess dirait, bon ben, le fichier existe, fait juste le donner. Mais ici, il dit comme, non, on le gère. S'il demande, bon ben, on retourne ce header-là. Et c'est tout. C'est quand même spécial. En plus, il ne découvre pas d'utilisation de ça. Ok, oui, il est vraiment jamais appelé. Là. Ok. Il dit, on envoie un favicon qui est de 0. Par contre, vous avez vu sur tous les sites web qu'il y a un WordPress, il y a toujours une icône. Mais ça, c'est qu'elle fait partie du thème. Alors, si jamais je fais ça de même, je regarde le code, on peut voir ici le favicon, je le définis comme étant le favicon qui est dans le thème. Donc, sûrement que c'est si vous avez une installation que le thème n'a pas de favicon, bon, ben, au lieu de retourner une erreur, ça retourne un favicon qui est vide. Ensuite, on a pour regarder si c'est en maintenance. Donc, par exemple, si on met à jour certaines parties de WordPress, les plugins ou bien WordPress lui-même, en ce temps-là, on peut le mettre en mode maintenance. Ça regarde s'il y a le fichier dans WP Contentdir qui existe, qui s'appelle /maintenance. Si oui, on le monte. C'est un petit peu long à chercher partout. Il n'y a pas trouvé, d'accord. Donc en soi, si on est en mode maintenance, ça va créer un fichier maintenance.php, sûrement qu'il va être vide et rien faire, comme le index qui est ici. On voit, il fait absolument rien en PHP. C'est juste pour dire, OK, le fichier est là de maintenance. C'est bon. On arrête le processus tout de suite. Puis on peut retourner justement une page spécifique si on veut, en incluant ce qui est dans maintenance. Donc on voit qu'il est require. Donc ça veut dire qu'il va charger ce qu'il y a dedans. Donc si on veut afficher une petite page qui dit le site est en maintenance, on peut mettre nos logos dessus puis tout. On le mettrait dans ce fichier-là. Et puis si le fichier n'existe pas. Ok, c'est ça. Ok, oui. Le mode maintenance est défini là-dedans. Donc ça va regarder s'il est en maintenance ou pas. Donc dans le chemin absolu, ok.
Si on veut que le site soit en maintenance, on a un fichier .maintenance qui est dans la racine ici. Donc, il met un fichier .maintenance. Ça veut dire qu'il est en mode maintenance. Puis là, si ce fichier-là existe, donc pour personnaliser la page qui est retournée de maintenance, on crée ce fichier-là et on va pouvoir le personnaliser. Sinon, ça va être tout simplement la page de maintenance par défaut de WordPress. Donc, c'est vraiment juste une question de personnaliser ça. Intéressant. Bon, puis là, on a justement, est-ce que le mode maintenance est là? Donc, il regarde upgrading. Donc, s'il est en train de se mettre à jour. Si le fichier n'existe pas ou qu'il est en train d'installer. À ce temps-là, non, il n'est pas en mode maintenance. Sinon, il veut required. Il essaie de l'appeler ce fichier-là. OK, donc dans ce fichier-là, il y aurait une variable upgrading qui aurait un temps pour dire quand est-ce que ça a démarré le mode maintenance. Puis si c'est en haut de 10 minutes, ben en ce temps-là, on dit que ça ne l'est pas. Donc, ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est étant donné que on va être en mode maintenance, souvent quand on va aller, mettons ici, dans mise à jour, et qu'on dit mets à jour des extensions, on est sur le site web, on est présentement juste dans le navigateur, je n'ai pas accès au système de fichiers. Lui, il va créer un fichier pour dire on est en mode maintenance. Puis s'il y a quelque chose qui va mal et le fichier il reste là, parce que ça l'a planté en plein milieu, si je vais sur cette page-là, donc je rafraîchis la page, ça va écrire le site en maintenance. Donc tout est pété, vu que ça l'a planté en plein milieu. Alors avec cette vérification-là, ça fait en sorte de regarder quand est-ce que le fichier a été créé. Si ça fait 10 minutes, ah ben là, il y a quelque chose qui se passe. C'est bien trop long comme maintenance. Donc, on va permettre aux gens d'aller sur le site. Donc là, à partir d'ici, selon comment c'est brisé, parce que si ça a été brisé en plein milieu d'une mise à jour, peut-être qu'il y a des fonctions qui n'existent pas, puis là, ça va planter. Mais si ça ne plante pas, au moins, on peut faire quelque chose ici, puis on pourrait dire, mettons, réessaye d'installer. Puis ça, on peut le faire sans avoir besoin d'aller sur le système de fichiers, puis manuellement aller jouer avec les fichiers. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ça de même. Ça peut aider dans certains cas, si ça plante. Ensuite, un filtre pour activer le mode maintenance. Donc, dans WordPress, il y a le concept de filtre. Ça, c'est si jamais on fait une extension ou on fait un thème, en ce temps-là, on peut recevoir des événements en tant que tels et appliquer des choses. Comme c'est pas un événement, mais c'est comme on fait une requête, puis l'utilisateur fait une requête et on reçoit l'information de quel est l'état du système présentement. Donc, chaque requête va dire si on est en mode maintenance ou pas. Donc, c'est pas un événement que on devient en maintenance. C'est plutôt, il y a une requête, est-ce qu'on est en maintenance? Si on est en maintenance, je veux que certaines parties de mon code soient exécutées dans mon extension ou dans mon thème. Donc, en ce temps-là, on utilise un filtre. Puis lui, il va justement appliquer que, OK, le mode maintenance est actif. Alors, on applique le filtre. Donc, toutes les extensions, tous les thèmes qui ont dit je veux m'inscrire à ce filtre qui s'appelle Enable Maintenance Node, ben, tous ceux-là, on va exécuter le code. C'est ça. Donc, nous autres, on peut s'inscrire. Puis, donc, si on veut savoir tous les événements qu'on peut s'inscrire, ou plutôt tous les filtres, si je cherche Apply Filters, ben là, on peut en voir tout. C'est bien sûr dans leur documentation, mais sinon, on peut aussi le voir dans le code. Donc, Comment Post Redirect, Update Footer, Admin Title, Async Upload, Edit Comment, My Blog Options. Alors, ça voudrait dire que si on veut, si une partie du site essaie d'avoir les options du blog, ben nous, on peut le modifier
parce qu'on applique un filtre. Donc avec une extension, on peut modifier. Puis ça, il y a des extensions qui modifient n'importe quoi, là, comme autant modifier l'éditeur dans la partie administrative, mais il y a aussi, par exemple, envoyer des courriels. Au lieu d'utiliser PHP Mail, on peut utiliser une autre librairie. Donc ça va être en appliquant des filtres à certaines étapes que ça peut être fait. Alors on peut voir une couple qui sont disponibles là. Alors, on peut voir Mail Original Content. Donc on peut, si je comprends bien cette affaire-là, on pourrait s'inscrire ici, puis obtenir le contenu d'un email, puis peut-être le mettre dans notre base de données pour faire comme une liste d'audit de tous les courriels qui ont été envoyés dans le passé. Donc ça, on peut faire beaucoup de choses. C'est ce qui est intéressant, quand on a le code, on peut juste fouiller dedans de même puis voir qu'est-ce qui est disponible. Puis s'il y a quelque chose qui n'est pas disponible qu'on voudrait rendre disponible, ben, on peut toujours le modifier puis faire une requête pour qu'il l'intègre dans le code, ou sinon ben, on garde notre propre fork de WordPress qu'on utilise. Ok, donc ça c'était le mode maintenance. Timer float. Ça c'est. Et timer start. Donc on peut faire des timers directement dans WordPress. On n'a pas à les faire nous-mêmes. Ils ont déjà des fonctions qui existent. Le start stop, puis on reçoit c'est quoi le temps. De façon formatée en plus. WP Debug Mode, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Ok, donc eux autres, ils vont changer le système de report d'erreur de PHP selon ce qu'on a configuré. Donc, si on retourne dans le WP config, ici le WP debug qu'on configurait. Donc, si on le met à faux, ça c'est ce qu'on met en production. En ce temps-là, il va essayer de rien afficher sur le site s'il y a un problème. Donc, il va essayer de continuer et juste afficher le site et mettre les messages d'erreur dans les logs, mais c'est tout. Tandis que si on le met à vrai, c'est qu'on veut que ça l'affiche dans le navigateur. Alors, c'est ça ici, ça va regarder est-ce que cette variable-là est configurée. Si oui, bon ben on dit OK, PHP, ça c'est une fonction de PHP. Peux-tu voir justement? Configurer le niveau de rapport d'erreur de PHP. Puis là, on dit, bon ben le niveau, c'est tout. Donc, toutes les erreurs, on les affiche directement dans le HTML pour que l'utilisateur le voit. L'utilisateur étant le développeur en ce temps-là. Donc, ça peut être changé, parce que sinon, il faut aller dans le fichier php.ini pour changer tout ça. Là, au moins, il peut le faire de façon dynamique. Donc, c'est intéressant. En plus, encore là, il peut appliquer un filtre. Donc, si vous avez une extension que vous créez, ben, vous pouvez regarder justement est-ce que c'est actif ou pas. S'il est actif en mode debug, bon, ben, votre extension pourrait afficher plus d'informations encore, juste pour essayer de débugger l'extension elle-même. Après ça, il y a le debug display. Est-ce que c'est configuré ça? Je ne sais pas si c'est configuré quelque part. Et define. Si je m'en vais dans le config, on les define comme ça. Si je fais debug display, ok, il n'y a pas d'exemple d'où est-ce que c'est mis. Donc c'est peut-être que nous, on peut le rajouter dans le WP config si on veut encore plus de choses. C'est le site de PHP debugging. Voilà. Donc ici, on peut dire... Ah, ok, ouais. C'est qu'on peut dire, oui, je veux du debug. Je veux que le debug aille dans un fichier debug, donc dans WP content. Mais je veux pas que ça s'affiche à l'écran. Parce que moi, je dis depuis tantôt, justement, si on l'active, ça va afficher à l'écran. Ben, on peut y aller encore plus
configurer de façon précise en disant je veux pas que ça s'affiche. Donc, mets-les dans un fichier, mais je veux pas que ça s'affiche. Donc, il laisse beaucoup de latitude à l'utilisateur. C'est quand même intéressant. On va pas aller dans tout ça. Là, on peut gérer les langues. Charger la base de données et instancier WPDB. Ouais, dans WordPress. Dans WordPress, on peut tout le temps appeler WPDB pour aller directement dans la base de données. Par exemple, si on veut afficher sur une page spécifique, on peut lister tous les articles qui ont une certaine définition, donc peut-être une certaine catégorie ou plusieurs catégories ou d'autres même. Il y a un WP Query qui existe, un objet spécifique pour gérer ce type d'objet-là. Mais si notre extension veut créer d'autres tables juste pour notre extension, par exemple une extension de commerce, on veut mettre des produits ou des choses comme ça, il faut qu'on définisse nos propres tables. Donc, on va avoir accès à la base de données en utilisant WPDB. Puis, comme ça, ben, on n'a pas besoin d'aller nous-mêmes créer un objet MySQL, se connecter à part. On utilise exactement l'objet de WordPress qui est déjà préconfiguré. Justement que c'est la classe qui est ici. Ah oui, définir beaucoup de choses. On peut définir qu'on veut qu'il affiche les erreurs ou pas. On peut obtenir la dernière erreur, le nombre de requêtes qui a été faites avec cet objet-là, nombre de lignes. Qu'est-ce que c'est comme action? Ça, c'est juste des champs. Donc, ces champs-là vont changer selon les requêtes qu'on fait. On peut voir les tables. Ça, c'est les tables de WordPress. Donc, on a une liste des tables qui existent déjà. Donc, ça peut être bon. Justement, si vous faites une extension, vous voulez créer une nouvelle table, assurez-vous que ce n'est pas une table qui est à WordPress. Sinon, ben, vous allez avoir un problème parce que WordPress va essayer d'interagir avec votre table. Et en fait, vous allez même pouvoir créer votre table et gérer les champs, les colonnes. Vous n'allez pas pouvoir les gérer parce que ça, c'est géré par WordPress. Ensuite, ça c'est des anciennes tables de WordPress. Donc, table globale. OK, donc on a des tables globales. Donc ça c'est aussi d'autres choses à regarder, parce que user n'est pas là-dedans, user meta n'est pas là-dedans. On a aussi les tables dans multisite. Donc ça c'est que une installation WordPress peut gérer plusieurs sites, que ce soit des sites dans des barres obliques quelque chose de plus, ou bien même des noms de domaines différents. Une même installation de WordPress peut gérer plusieurs sites. Par contre, ça veut dire que tous ces sites-là ont le même répertoire pour gérer les extensions, pour gérer les thèmes. Donc, si vous avez une extension, sûrement que lui, il gère qu'il soit activé juste dans certains cas. Donc, par site, on pourrait activer certaines extensions et pas l'activer, mais certaines extension pourrait être plus globale, donc si elle gère mal le multisite, ça pourrait interférer. Donc, c'est toutes des choses à tenir en configuration, tenir en considération. Et puis, bon, ben ça, c'est quelques tables qui sont utilisées en ce temps-là. D'anciennes tables aussi. La table de commentaires, de liens. Donc ça va être automatiquement populé. On voit que c'est un string. Donc ça veut dire que si vous voulez manuellement aller dans la table de liens, ben vous pouvez tout simplement appeler cet objet-là avec le nom de la table qui va être défini ici. Puis pourquoi il est dynamique? Ben c'est parce que si on vient ici, on a les préfixes de table. Donc lui, on sait qu'il va avoir _n souligné, sûrement links après ça. Donc on a l'objet qui dit c'est quoi les noms des tables directement. Je vais juste essayer d'y aller avec le défaut. Donc, si on a une extension qu'on crée, puis on utilise tout le temps WP souligné links, ça va marcher 90% du temps, mais dès que quelqu'un va mettre un autre préfixe, là, ça ne marchera plus. Donc, si on veut avoir le bon nom, on le prend ici.
la table d'options, des posts, ça c'est des articles. Continue, donc on a beaucoup de tables. Ah, ça c'est les informations sur comment se connecter. Donc on a le nom d'utilisateur de la base de données, du mot de passe, de la base de données elle-même, où se connecter. Ça c'est le handle, donc ça c'est l'instance MySQLi. Donc si vous voulez utiliser cet objet-là pour faire des requêtes dans MySQL, vous pouvez l'utiliser directement. Beaucoup de choses, hein. C'est sûr qu'on ne pourra pas passer dans tout le code, mais ça donne déjà des petits points intéressants là, de comment il s'assure d'appeler juste une fois les fonctions, comme aussi comment il définit les filtres pour rendre ça très dynamique avec des extensions. Donc si vous voulez faire une application en PHP et le rendre extensible par n'importe qui avec des plugins, des extensions, ben vous pouvez utiliser leur concept de filtre où est-ce que les extensions vont s'inscrire puis vous les appelez après ça. Mon Dieu, ça c'est juste la base de données. Fait que si on fait Shift F2, on va voir juste les méthodes puis les champs. Timer. Ok, le timer pour une base de données serait sûrement pour savoir combien de temps prend chacun des appels. On peut faire une action de delete. Est-ce qu'on a une action de query? Query. Faire une query dans la base de données en utilisant la connexion qui existe déjà. Donc c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'il nous crée une connexion. Donc si on appelle ici WPDB, puis on fait moins plus grand que query, là en ce temps-là, on peut y passer une requête. La requête, ça doit être le SQL directement. Ah, puis ça c'est intéressant aussi, c'est si on utilise cette classe-là pour faire des requêtes, ou n'importe quelle partie de WordPress qui fait des requêtes en utilisant cette classe-là, on peut obtenir la requête qui est faite. Puis y mettre un filtre. Là, on peut se demander à quoi ça peut bien servir, mais là, j'ai justement une idée de une chose ça peut servir. Je pense que j'ai l'extension. Ah, non, je ne l'ai pas. Comment qu'elle s'appelait? Ajouter. C'était-tu Query Monitor? Ah, c'est en plein ça, voilà. OK, extension installée, Query Monitor, je l'active. On peut voir ici les requêtes. Donc, si je m'en vais sur le site principal. Bon, là, je suis sur la page principale. Ça montre les derniers articles. Ça, c'est le Query Plugin. Si je clique dessus, j'ai plein d'informations ici. Et je peux voir requête en base de données. On peut voir, j'ai fait un select dans la table d'options, dans la table d'utilisateur, etc. Donc, on peut voir toutes les requêtes qui ont été faites. On peut voir la durée de temps de chacune des requêtes. Ça, c'est le timer qu'on a vu. On voit comment que ça a été appelé, qu'est-ce qui a été appelé pour ça. Donc, ça, c'était pour obtenir un article. Alors, WP Post a été appelé, qui lui appelle après ça la base de données directement. Alors, tous ces détails-là sont trouvables justement parce que c'est appelé avec un filtre. Donc, cette extension-là écoute les queries puis obtient les informations. Est-ce qu'il y a d'autres filtres qui sont appliqués? 5. Log query custom data. Get tables char set. Ouais, le plus intéressant, c'est vraiment juste celui-là, query.
Après ça, bon ben, il fait la requête, il fait un flush. Il fait des trucs avec ce qui est fait, puis il le retourne. Bon. Alors, il y a beaucoup de choses qui gérées directement par cette méthode-là. Donc, si vous voulez faire des requêtes, c'est bon parce que comme ça va avoir une méthode qui gère pas mal beaucoup de cas. On dirait qu'il y a beaucoup de cas différents. Si c'est MySQLi ou bien une autre extension, donc il le fait différemment. Il appelle la bonne méthode avec un i ou pas i. C'est des détails, mais les détails peuvent s'accumuler assez rapidement. Alors, c'est bon quand il y a un truc global. Là, lui, justement, il load. On est retourné dans le load.php. Lui, il load cette classe-là. Tiens, tous les champs qui sont configurés dans le wp-config. Je vais le mettre ici. Donc, il prend toutes les valeurs qui sont là, il les met dans d'autres variables, et puis il crée un nouveau wpdb, ce qui est défini ici. Puis là, je peux faire juste un CTRL-clic, puis ça me retourne dans la classe wpd. Puis voilà, ça configure et ça ouvre une connexion. Puis ça la retourne. Donc ça encore, ça joue avec la base de données. Là, ça fait déjà 56 minutes qu'on explore le code. Alors on a vu quand même plusieurs choses intéressantes. Et on peut voir qu'il y en a encore beaucoup de choses à voir là-dedans, parce que on a la gestion des flux RSS, ça c'est pour obtenir les derniers articles, puis les avoir comme dans Newsblur ou ben, n'importe quelle autre application externe qui va juste regarder c'est quoi les derniers articles de plusieurs sites web dans un format XML bien défini. Donc comme ça permet d'agréger tout. Par exemple, moi j'utilise Newsblur pour voir toutes mes nouvelles, que ce soit de Radio-Canada, un blog, les joies du code, lesaffaires.com. Puis là-dedans, il y a aussi mon site web, justement. Donc, dès que je faisais une modification, ça c'est mon archive, ben, je pouvais le voir là-dedans. Donc, WordPress peut gérer les RSS, RSS2. Il y a encore beaucoup de choses à explorer juste là-dedans, mais bon, j'ai aimé ma première visite. Là, c'était le fun de prendre un petit peu de temps pour regarder un code open source. Je pense pas que je vais revenir nécessairement dans WordPress, à part si j'ai beaucoup de commentaires de gens qui voudraient qu'on aille encore plus loin dedans. Sinon, j'essaierai d'en prendre un autre, peut-être un projet un peu plus petit. Par exemple, ce qui m'intéresserait bien, ce serait en langage Go, Golang de Google. Je me demande tout le temps un petit peu comment on devrait mettre les fichiers, la structure où est-ce qu'on met tel fichier dans quel répertoire. Donc ça, dans la documentation en tant que telle, j'ai pas vu de guide de style en tant que tel, mais si on peut voir justement plusieurs logiciels source libre, voir un peu comment ils font eux autres, ça peut me donner des idées. Donc ça, je vais essayer de faire d'autres vidéos comme ça dans le futur. Ça analyser un peu du code qui existe et qui est disponible pour tous. Bonne journée!